Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 29 septembre 2025. Et comme d'habitude, le lundi, nous avons une excellente session avec le colonel Jacques Baud. Bienvenue à nouveau, colonel. Merci beaucoup de m'avoir invité à nouveau. C'est toujours un plaisir. Merci. Colonel, commençons par le cas de l'Ukraine. Aux États-Unis, on parle de missiles Tomahawk avec une portée de 1000 miles, soit 1600 km. Et il semble que l'administration, d'une certaine manière, l'administration Trump fusionne avec l'administration Biden, puisque nous voyons le même type de politique. Voici ce qu'a déclaré Keith Kellogg à propos de leur décision. Pourriez-vous clarifier, dites-vous que la position du président est que l'Ukraine peut mener des frappes à longue portée en Russie, que cela a été autorisé par le président? Je pense, en lisant ce qu'il a dit et en lisant ce qu'a dit le vice-président Vance ainsi que le secrétaire Rubio, que la réponse est oui. Il faut utiliser la capacité de frapper en profondeur. Il n'existe pas de sanctuaire. C'est l'une des raisons pour lesquelles je crois que la semaine dernière, et cela a été confirmé, le président Zelensky a demandé au président Trump d'obtenir des missiles Tomahawk qui offrent une grande portée. Ce sont d'excellents systèmes. L'Amérique fabrique les meilleurs systèmes au monde. Allons-nous leur fournir les Tomahawk? Eh bien, cette décision n'a pas encore été prise, mais il l'a demandé. Je sais que le président Zelensky l'a effectivement demandé, ce qui a été confirmé par une publication sur les réseaux sociaux du vice-président Vance. Ce sera au président de trancher. Et nous avons entendu Lavrov à l'ONU. Il a déclaré que toute agression contre la Russie recevrait une réponse décisive. L'OTAN et l'UMR ne devraient avoir aucun doute à ce sujet. Quelle est votre évaluation? Quel est votre point de vue sur les derniers événements en tenant compte du cas de l'Ukraine? Eh bien, je pense qu'il faut faire attention ici à ce dont nous parlons. Tout d'abord, il y a évidemment des interprétations contradictoires de ce que Keith Kellogg vient de dire à propos du Tomahawk, par exemple. Certes, Zelensky a demandé à obtenir des missiles Tomahawk, mais je ne suis pas sûr que la direction américaine, comme c'était le cas avec Joe Biden d'ailleurs, soit prête à fournir ce type d'armes à l'Ukraine. Et le problème est moins militaire que politique, car donner ce genre d'armes aux Ukrainiens n'est techniquement et militairement probablement pas un gros problème. C'est certes un problème pour les Russes, mais ils disposent probablement de défense et de systèmes pour contrer cela. Donc oui, c'est certainement un problème supplémentaire pour les Russes, mais je suis convaincu que les Russes sont en mesure de trouver des solutions à cela. Donc militairement, cela ne changerait pas beaucoup la situation, mais politiquement, cela changerait radicalement les choses, car cela signifierait que depuis le début de la guerre, les États-Unis ont systématiquement refusé et rejeté l'idée d'autoriser ou de fournir à l'Ukraine des armes qui permettraient à l'Ukraine de frapper en profondeur le territoire russe. Même les attaques MS qui ont été livrées à l'Ukraine ont en fait été modifiées pour les empêcher d'atteindre leur portée maximale. En conséquence, les Ukrainiens n'ont jamais pu frapper avec les attaques MS dans la véritable profondeur stratégique de la Russie. Ils ont pu frapper en profondeur tactique, et cela avait été autorisé par les Américains. C'était, je crois, en mai 2024, lorsque les Russes ont progressé dans la région de Kharkiv. Ensuite, les Ukrainiens ont demandé la possibilité de frapper à l'arrière de ces forces d'attaque. On a donc, je pense, parlé d'une boîte tactique qui a été autorisée avec une profondeur d'environ 50 km. Plus tard, en 2024, les Ukrainiens ont tenté d'obtenir l'autorisation de frapper plus profondément en Russie
en visant Briansk, à environ 120 km de la frontière. Cela signifie qu'ils ont dû rapprocher l'attaque très près de la frontière. Ils ont simplement tiré un missile, puis se sont retirés très rapidement. Normalement, lorsqu'on utilise ce type de missile, tant dans la pratique russe qu'ukrainienne, on frappe à une distance d'environ 2/3 de la portée maximale du missile, afin d'être à l'abri des tirs de contre-batterie. Par conséquent, ces lanceurs ne s'approchent pas trop de la frontière. Mais pour atteindre Briansk, ils ont dû s'approcher de très près, puis se retirer, de sorte que les Russes n'ont pas pu intercepter le lanceur. Quoi qu'il en soit, cette idée de frapper en profondeur est apparue parce qu'il y avait à l'époque un débat au sein de l'administration Biden sur l'opportunité ou non d'autoriser ce type de frappe contre les Russes. Mon évaluation de la situation est que l'administration Biden n'a jamais permis aux Ukrainiens de frapper en profondeur sur le territoire russe, du moins pas en profondeur opérationnelle ou stratégique. À l'époque, l'année dernière, lorsque ces frappes contre Bryansk ont eu lieu, il y avait également des discussions du côté ukrainien sur l'acquisition d'armes nucléaires. Apparemment, l'approche à ce moment-là impliquait Donald Trump, qui était alors en campagne présidentielle. C'est ce que Trump a déclaré. Il faut être prudent avec ce que dit Donald Trump, mais apparemment, il a été approché par les Ukrainiens et ils lui ont demandé s'il serait possible d'acquérir des armes nucléaires s'il devenait président. Et en même temps, c'était en août 2024, les Ukrainiens ont lancé, ou plutôt ils ont rendu public, leur nouveau missile, le Krim 2 ou Grom 2 selon la désignation russe, qui a ensuite été présenté sous le nom de missile Tapsan. C'est le même. Ce missile a été conçu en Ukraine. Un prototype a été officiellement présenté et il était prévu d'être produit à Dnipropetrovsk dans l'entreprise Yuzmash. Tout cela s'est passé entre août et septembre de l'année dernière. Lorsque début novembre, les Ukrainiens ont frappé Bryansk, les Russes ont alors réagi de manière très brutale avec le missile Oreshnik, visant précisément Dnipropetrovsk et l'usine de production Yuzmash à Dnipropetrovsk. Donc, je pense que le problème ici était que, comme il y avait toutes ces discussions sur la portée et la profondeur du territoire russe, les Russes ont compris que les Ukrainiens essayaient de s'imposer dans cette logique, et ils ont donc utilisé le missile Oreshnik pour atteindre deux objectifs. Tout d'abord, détruire l'usine de production du missile Krim 2 ou Sapsan à Dnipropetrovsk. Ensuite, avertir que si une tentative était faite d'atteindre la profondeur opérationnelle ou stratégique de la Russie, ils utiliseraient alors de nouvelles armes dévastatrices qu'aucun système de défense aérienne occidental ne pourrait arrêter. C'était, je pense, le message. Parce que le missile Oreshnik n'était pas encore en production à ce moment-là. Sa production a commencé soit au début de cette année, soit à la fin de l'année dernière. Donc, les Russes voulaient simplement envoyer un message. Je pense qu'il s'agissait d'une tentative pour empêcher une décision concernant l'utilisation de missiles à longue portée en profondeur sur le territoire russe. Maintenant, avec l'administration Trump, nous sommes dans un état d'incertitude permanent parce qu'ils disent une chose et son contraire le lendemain. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, lorsque les Américains ou Trump parlent de la profondeur du territoire russe, ils pensent à la profondeur tactique du territoire, mais pas à la profondeur stratégique. Je veux dire, encore une fois, je ne sais pas. Et je ne suis pas sûr que quiconque sache exactement ce que pense Donald Trump. À titre personnel, je pense qu'il ne souhaite pas une escalade dans ce conflit. Il ne veut pas lancer une frappe soudaine contre Moscou,
qui déclencherait un échange de missiles ou des choses de ce genre. Je ne pense pas qu'ils veuillent cela. Mais d'un autre côté, et c'est probablement aussi la position de certaines personnes au Pentagone, ils disent que, eh bien, il est légitime, si vous êtes en guerre, de pouvoir frapper l'arrière de votre ennemi. Et l'arrière de votre ennemi, eh bien, quand c'est, disons, à Pokrovsk ou quelque chose comme ça, l'arrière peut encore se trouver sur le territoire ukrainien, si vous voulez. Mais si vous êtes à Soumy, alors l'arrière peut se trouver en Russie même, ce qui signifie que je comprends que, encore une fois, nous sommes en guerre, donc l'idée de frapper l'arrière de votre ennemi me paraît logique. Cela a du sens d'un point de vue militaire. Mais puisque c'est vous qui fournissez, je veux dire, puisque ce sont les Américains qui fournissent les armes, ils assument aussi la responsabilité des capacités des Ukrainiens. Et ils savent que les Ukrainiens ne sont pas, disons, très timides lorsqu'il s'agit d'attaquer la population civile. Ce qui signifie qu'en gros, l'Occident participe au conflit. Soyons clairs, lorsque vous fournissez des armes à une partie belligérante, vous faites partie du conflit. Soyons absolument clairs là-dessus. Les Français, les Allemands et les Britanniques sont partie prenante au conflit. Ils participent aux opérations militaires, à la fois en conseillant au niveau de l'état-major avec des officiers sur place, également avec des forces spéciales, et en fournissant des armes aux combattants. Ensuite, toute la logistique, les lignes d'approvisionnement, incluent ces pays. Vous savez, lorsque vous fournissez un char Challenger ou un AMX-10 RC ou un canon César ou quelque chose de ce genre, et que vous fournissez également le soutien logistique pour cela, réparation, maintenance et tout cela, ainsi que les munitions, bien sûr, alors vous faites partie de la chaîne logistique de l'Ukraine. Et lorsque vous faites partie de la chaîne logistique, cela signifie que vous êtes impliqué militairement, opérationnellement. Donc il y a absolument... Il leur donne tout. Renseignements, cibles, vous savez tout. Oui. Je sais que ça vient en plus, mais je veux dire, vous savez, il y a une différence, parce que les Français ont soutenu que fournir des armes à une partie ne peut pas être considéré comme une participation ou une prise de parti dans le conflit. Et c'est vrai. Je veux dire, si vous fournissez, disons, si les États-Unis fournissent des armes à l'Italie, et que dans 10 ans, l'Italie est impliquée dans un conflit, on ne peut pas dire que les Américains faisaient partie du conflit. Je veux dire, ils ont fourni les armes 10 ans auparavant. Et c'est logique, cela a du sens. Mais lorsque vous êtes dans le conflit, et que vous intervenez dans le conflit pour fournir des armes, et que vous assurez l'approvisionnement logistique, et que vous fournissez tout ce qui permet à votre allié, en somme, de se battre, vous faites partie du conflit. Il n'y a absolument aucun doute à ce sujet. Je veux dire, je pense que les Russes sont extrêmement patients parce qu'ils pourraient frapper n'importe quel objectif en France. Je veux dire, n'importe quel objectif militaire en France. À mon avis, en ce qui concerne le droit international, il n'y aurait absolument aucun problème. Soyons clairs là-dessus. Et il en va de même pour les États-Unis. Lorsque vous fournissez des armes à un ennemi en guerre, vous faites partie du conflit. C'est tout. Voilà donc le contexte, si vous voulez. Mais maintenant, quand on entend parler de cette notion de profondeur, je pense que la plupart des gens comprennent aujourd'hui qu'on peut frapper les Russes dans leur profondeur tactique. Cela signifie quelque chose comme entre 30 et 60 kilomètres à l'intérieur de la base, derrière la ligne de front, disons-le ainsi, derrière la ligne de front. Et cela serait probablement accepté. Le problème, c'est que l'Ukraine, comme je l'ai déjà dit, a tendance à frapper des objectifs qui ne sont pas des objectifs militaires. Vous savez, les Russes ont fait un effort pour que toute la zone arrière, l'arrière opérationnelle si vous voulez,
c'est-à-dire la logistique et les approvisionnements de leurs troupes combattantes, tout cela se trouve sur le territoire ukrainien. Je veux dire, l'ancien territoire ukrainien. Évidemment, il y a les usines de production et tout cela en Russie. Mais l'essentiel de la partie opérationnelle de la logistique se trouve sur le territoire ukrainien, c'est-à-dire encore une fois, l'ancien territoire ukrainien. Cela signifie que si les Ukrainiens étaient cohérents avec ce qu'ils souhaitent accomplir, ils frapperaient ces objectifs. Le problème, c'est que ces objectifs sont fortement défendus par les systèmes de défense aérienne très puissants des Russes. En revanche, dans la profondeur opérationnelle et stratégique du pays, et nous l'avons vu avec la soi-disant opération Pavoutina ou l'opération dite Toile d'araignée que nous avons connue plus tôt cette année. Plus on s'enfonce dans la profondeur stratégique de la Russie, évidemment, moins la défense aérienne est dense. Il est donc plus facile de frapper. Évidemment, des zones comme les grandes villes et probablement des sites ayant une importance stratégique comme les usines de production, les centrales électriques et ce genre d'endroits sont très probablement fortement protégés. Mais pour le reste, évidemment, dans un immense territoire comme la Russie, il est très facile de choisir une cible, surtout des cibles civiles, et de la détruire. Et c'est ce que nous avons constaté par expérience. Nous avons vu que les Ukrainiens ont mis l'accent sur la destruction de cibles civiles sans aucun impact sur la situation sur le terrain, je veux dire en Ukraine même. Comme nous l'avons vu avec les attaques en Crimée, par exemple, les Ukrainiens ont visé des objectifs civils sans absolument aucun impact sur la situation en Ukraine même. Les attaques contre le pont de Kerch, par exemple, qui est évidemment très symbolique, mais si l'on regarde d'un point de vue militaire, cela n'a absolument aucune valeur militaire. C'est un objectif civil. Et cela a même été reconnu par les États-Unis, les Britanniques et même les Ukrainiens ont reconnu que le pont de Kerch n'a plus aucune importance militaire. Par conséquent, lorsque vous commencez à frapper des objectifs pour leur valeur symbolique et dans le but de générer du mécontentement au sein de la population russe, c'est-à-dire que vous ciblez la population russe afin qu'elle se tourne vers le gouvernement et dise « Eh bien, arrêtez ». Et c'est exactement d'ailleurs ce que Zelensky vient de dire dans un post où il veut provoquer des émeutes de la faim. Pardon, je ne suis probablement pas assez réveillé aujourd'hui. Des émeutes de la faim et des choses comme ça, vous voyez. Ce que Zelensky essaie de faire, c'est de provoquer des troubles civils en Russie même. C'est la raison pour laquelle ils essaient de frapper des cibles civiles. Nous avons eu à plusieurs reprises, lors de l'opération Pavloutina, un exemple parmi d'autres, des cibles qui n'ont aucun impact sur la situation en Ukraine, mais qui visent simplement à déstabiliser la situation en Russie et à créer une sorte de fossé entre la population et le gouvernement, à instaurer cette instabilité, si vous voulez. Nous avons également eu l'exemple de l'attentat terroriste contre le Crocus Entertainment Center, près de Moscou. C'était à la fin de l'année dernière. Voilà donc le problème avec les missiles longue portée. Et c'est la raison pour laquelle je pense que l'administration américaine, à mon avis, est probablement très réticente à fournir une arme qui permettrait aux Ukrainiens de frapper des villes comme Moscou ou d'autres, même si Moscou a certainement la capacité de se défendre et de se protéger contre ce type de menace. Néanmoins, ce serait un mauvais signal politique de la part des États-Unis. Donc, je suis un peu sceptique quant à ce qu'a dit Keith Kellogg. Et je pense que probablement, si ce n'est pas l'establishment politique, l'establishment militaire aux États-Unis est sans doute un peu plus conscient des conséquences de la fourniture de telles armes aux Ukrainiens. Donc, j'ai tendance à penser
il s'agit probablement plus de rhétorique à ce stade que d'une véritable menace. C'est mon avis personnel. Colonel J.D. Vance a déclaré que la Russie n'est pas prête à négocier ou à discuter sérieusement du conflit en Ukraine. Étant donné la situation actuelle de la Russie, elle a effectivement l'avantage en Ukraine. Qu'attendent les États-Unis de la Russie que celle-ci n'est pas en mesure ou ne souhaite pas fournir? Quel est, selon vous, le principal problème? Eh bien, c'est très clair. Je veux dire, nous savons que depuis le 14 juin 2024, Vladimir Poutine l'a dit très explicitement, et si vous lisez le texte, vous pouvez le trouver sur le site du Kremlin. C'est mot pour mot, et vous pouvez le lire vous-même. En substance, Vladimir Poutine dit que pour entamer des négociations, deux conditions doivent d'abord être remplies. La première est que l'Ukraine abandonne l'idée de rejoindre l'OTAN. La seconde est que les forces ukrainiennes doivent quitter les oblasts ou régions de Kherson, Zaporozhye, Donetsk et Lugansk. Ensuite, une fois cela fait, nous pouvons commencer les négociations immédiatement et instaurerons un cessez-le-feu tout de suite afin de permettre le développement d'un processus de paix. Et cela a été expliqué exactement comme je l'ai dit le 14 juin 2024. Les deux conditions doivent d'abord être remplies pour entamer une négociation. Et en juin de cette année, tout au début du mois, le 1er ou le 2 juin, lorsque le dialogue à Istanbul a repris, les Russes sont venus avec un mémorandum qui explique de manière très détaillée exactement le processus que je décris. C'est bien plus détaillé, avec toutes les étapes, le calendrier et tout cela. Tout était très détaillé dans ce mémorandum, et c'est exactement ce que les Russes ont dit. Maintenant, ils n'ont pas changé d'avis. Si vous voulez entamer une négociation, vous devez d'abord remplir deux conditions. Mais le problème, c'est que les États-Unis changent d'avis à chaque fois. Voilà le problème. Il y a deux choses. Tout d'abord, les États-Unis et d'autres n'ont jamais pris en compte ces deux conditions en premier. Ils n'ont même jamais essayé de négocier ces conditions. Cela a été totalement oublié par l'Occident. Et le deuxième point, c'est que nous ne savons pas exactement ce que les Américains, surtout les Américains, veulent accomplir là-bas. Je veux dire, nous comprenons que les Ukrainiens sont réticents à céder leur territoire à la Russie, même si la réalité est ce qu'elle est. Cela signifie donc que, qu'ils le veuillent ou non, les Russes sont là. C'est un simple fait. Et ils doivent aussi reconnaître le fait que d'ailleurs, il y a à peu près la moitié de la population ukrainienne qui est prête à abandonner ces territoires aux Russes. C'est aussi quelque chose auquel le plan Keith Kellogg a en fait ouvert la porte, car en reconnaissant le fait qu'il faut abandonner certains territoires aux Russes, ce simple fait constitue déjà un petit pas en avant, si l'on veut. Le problème, c'est que les Russes ont fixé les conditions de manière extrêmement claire. Et il ne s'agit pas seulement de faire de la ligne de front la frontière, mais il faut que ce soit la frontière de ces régions, ce qui signifie qu'il y a environ, disons, 25% de ces régions qui doivent encore être abandonnées par les Ukrainiens aux Russes. Mais en substance, l'idée que les Ukrainiens doivent renoncer à certains territoires est, je pense, acceptée aujourd'hui. Mais encore une fois, Keith Kellogg a essayé de faire un pas en direction des Russes, mais il n'est jamais allé plus loin. Car encore une fois, le problème est que les Russes, rappelez-vous que les Russes ont en fait été trompés lors des accords de Minsk 1 et 2. Et ils ont également été trompés en avril 2022. Vous savez, en mars ou avril 2022, lorsque les Ukrainiens ont fait une proposition,
à la mi-mars 2022, ils ont fait une proposition aux Russes qui incluait le retrait de toutes les troupes russes d'Ukraine en échange d'une non-adhésion à l'OTAN. Et il restait quelques discussions concernant le Donbass et la Crimée. Mais en essence, les Russes auraient quitté les territoires ukrainiens. Et à ce moment-là, c'était juste à la fin mars 2022, les Français et les Allemands, qui suivaient les discussions, ont demandé aux Russes de retirer leurs forces de Kiev, pas de Kherson, mais de Kiev, en signe de bonne foi. Et comme les discussions allaient dans la bonne direction et que les propositions faites par les Ukrainiens étaient satisfaisantes pour les Russes et que tout indiquait que nous avancions dans le bon sens, les Russes ont dit « D'accord, en signe de bonne foi, nous retirerons nos forces de la région de Kiev. » Et c'est exactement ce qui s'est passé à la fin du mois de mars. Je pense que l'ordre a été donné aux troupes de première ligne le 29 mars 2022 de se retirer. Et elles se sont retirées. Et dès que les Russes ont retiré leurs forces, alors les Européens, je veux dire, Boris Johnson était en première ligne, mais soutenu ensuite par les Français et les Allemands, les Européens ont dit à Zelensky, « Maintenant, tu dois retirer ta proposition et il n'y a plus de discussion avec les Russes. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. La proposition ukrainienne était déjà signée, ou du moins paraphée. Je veux dire, les Russes disent signer, mais il s'agissait probablement seulement d'un paraphe. En tout cas, Ils ont dit que la délégation ukrainienne avait signé le document. oui. Qui a montré les documents aux dirigeants africains? Exactement. Exactement. Précisément. La partie ukrainienne avait signé le document et les Russes étaient sur le point de le signer. Mais ensuite, il a été retiré. Et donc les Russes ont remarqué qu'ils avaient été trompés, car toute l'affaire a été détournée par les Européens pour pousser les Russes à retirer leurs forces de Kiev. Et une fois que les Russes s'étaient conformés, tout s'est effondré. Donc aujourd'hui, les Russes ne se laisseront plus tromper. Et ils disent, forts de leur expérience, nous ne ferons plus aucun geste de bonne volonté ou quoi que ce soit d'autre à l'avance. Soit vous respectez nos conditions, soit non. Et maintenant, ils sont en bonne position pour à nouveau établir leurs propres conditions et s'y tenir pendant qu'ils le font. Mais il est très important de comprendre ceci, parce que nous les avons déjà trompés. Les Russes ne sont plus disposés à se laisser mener en bateau. Maintenant, ils disent « D'accord, nous l'avons fait par le passé. Nous avons agi de bonne foi. Nous avons essayé de croire ce que vous disiez. Vous n'avez jamais accepté. Vous n'étiez pas de bonne foi avec nous. » Rappelez-vous de l'accord de Minsk auquel les Russes avaient consenti. Et il est aussi important de rappeler que l'accord de Minsk n'était pas un accord entre Kiev et Moscou. C'était un accord entre Kiev et les deux républiques du Donbass. Et Moscou n'était que le garant du côté du Donbass. Ce sont Donetsk et Luhansk. Donetsk et Luhansk, les deux républiques. Mais formellement et fondamentalement, les Russes n'étaient pas partie prenante à l'accord de Minsk. Néanmoins, puisque les Russes considéraient que l'accord de Minsk était la solution pour la population du Donbass, jusqu'à la dernière minute, ils ont tenté de faire appliquer cet accord. Le problème, c'est que les garants, et même les Ukrainiens eux-mêmes, puisque tant Porochenko que Zelensky ont déclaré qu'ils ne respecteraient jamais l'accord de Minsk, et bien sûr, il y avait les Français, François Hollande et Angela Merkel, qui ont dit que de toute façon, ils n'avaient jamais signé cet accord dans l'idée qu'il serait appliqué. C'était simplement pour gagner du temps. Par conséquent, les Russes estiment, à juste titre, qu'ils ont été piégés dans cet accord,
qu'ils l'ont signé de bonne foi afin de trouver une solution. Et c'est aussi la raison pour laquelle, d'ailleurs, lorsque nous parlons des deux républiques du Donbass et de Luhansk, nous disons qu'il s'agissait de séparatistes. C'est faux. Je veux dire, ils ont essayé, et ces deux républiques ont demandé à plusieurs reprises à la Russie de les intégrer à la Fédération de Russie. Mais Poutine a toujours refusé. En fait, ce n'est que le 21 février 2022 que Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance de ces deux régions, sans toutefois les inclure dans la Fédération de Russie. Ainsi, cela explique et démontre le fait que pour les Russes, ils comptaient sur les accords de Minsk pour résoudre le problème. Ils voulaient une solution politique à la crise. Ils ne voulaient pas de solution militaire. Mais parce que cette solution politique a été systématiquement refusée par les Occidentaux, nous sommes entrés dans le conflit. Et les Russes ont eu le sentiment d'avoir été trompés à ce sujet. Exactement la même chose s'est produite en mars 2022 avec le premier accord d'Istanbul. Par conséquent, aujourd'hui, les Russes disent « il n'en est pas question. Maintenant, nous avons fixé nos conditions. Voici les conditions. Soit vous acceptez, soit nous continuons comme prévu. » Et c'est là la faiblesse de l'administration américaine, ne pas avoir compris cela. À aucun moment, depuis février de cette année jusqu'à aujourd'hui, l'administration américaine n'a accepté ou intégré les conditions russes dans le processus de paix. Ils ont même essayé de contourner les exigences russes. Et puisque les Russes sont extrêmement clairs à ce sujet, nous nous retrouvons dans la situation actuelle. Donc lorsque J.D. Vance a dit que les Russes ne voulaient pas négocier, c'est faux. Ils ont trompé la Russie à plusieurs reprises. Maintenant, les Russes ont compris qu'on ne peut pas faire confiance aux Occidentaux. Par conséquent, désormais, c'est « vous acceptez nos conditions ou nous continuons à nous battre ». Et maintenant, le problème, c'est que nous nous sommes mis dans une situation où les Russes ont une telle position. Les Américains se sont mis... Je veux dire, bien sûr, Donald Trump dira « Eh bien, ce n'est pas ma guerre, c'est celle de Biden. » Donald Trump will say, well, that's not my war, that's Biden's war. Okay, the fact of the matter is that it's you. D'accord, mais la réalité, c'est que c'est les États-Unis contre la Russie. Non, ce n'est pas la guerre de M. X contre M. Y. Ce n'est pas ça. Ce sont les États-Unis contre la Russie. Et peu importe ce que vous pensez de l'administration Biden, la réalité, c'est qu'ils ont fait de mauvais choix. Et aujourd'hui, il faut prendre en compte que ces mauvais choix expliquent le comportement des Russes aujourd'hui. Et il faut aussi, je veux dire, les Américains doivent aussi admettre qu'ils ont commis une erreur collectivement. Je veux dire, le gouvernement américain ou l'administration, qu'elle soit démocrate ou républicaine, a commis une erreur. Et maintenant, ils doivent trouver une solution en tenant compte de ces erreurs, pas en les évitant ou en les écartant. Not avoiding them and discarding them. You cannot just say, well, that's Biden's war, so we forget. Vous savez, on ne peut pas simplement dire, eh bien, c'est la guerre de Biden, donc on oublie cette partie de l'histoire et on recommence tout à zéro. Non, ce n'est pas ça, surtout pas du côté russe. Ici, je pense que l'inflexibilité intellectuelle des Américains est très évidente. Cette incapacité à s'adapter à la situation, à s'engager dans une soi-disant solution avec des idées préconçues. Et il faut aussi dire que l'idée d'une négociation, c'est de s'asseoir à la table et de faire en sorte que la position A corresponde à la position B. C'est donc un processus itératif où l'on rapproche progressivement ces deux positions jusqu'à ce qu'elles s'accordent. Le problème, c'est que ce n'est pas la façon dont les Américains fonctionnent aujourd'hui, surtout avec la doctrine Trump, car c'est Trump qui fixe les conditions. Croyez-vous vraiment qu'il existe une doctrine? Non. Je veux dire la doctrine, c'est... Non, je suis d'accord, ce n'était pas la bonne formulation. Non. Mais vous savez, c'est ce qui a été appliqué par l'administration Trump. Je veux dire, c'est ce genre de négociation par la force. Vous voyez?
Et donc on impose un système et on dit « voilà ce que je veux, point final ». Il n'y a pas de véritable négociation. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec la Palestine ou avec l'Iran, avec n'importe qui. Oui, même avec le Venezuela, il n'y a pas de négociation parce qu'ils veulent imposer leur système, leur point de vue. Et si vous n'êtes pas d'accord, alors ils envoient leurs canonnières. C'est exactement cela. Techniquement, le Venezuela et le Yémen en sont des exemples parfaits. C'est ce qu'on appelait autrefois la diplomatie de la canonnière au XIXe siècle. C'est-à-dire que l'on tente d'imposer une solution. Si l'autre partie n'est pas d'accord, on envoie simplement sa marine ou autre chose pour forcer non pas son partenaire, mais disons son adversaire, à accepter sa propre solution, et non une solution qui fonctionne dans les deux sens. Vous savez, une bonne négociation. En Suisse, on disait qu'après une bonne négociation, les deux parties devraient être également insatisfaites. Oui, C'est là que l'on a un bon traité. Quand les deux parties ne sont pas satisfaites à 100%, c'est un bon traité. Mais de la même manière, il ne s'agit pas qu'une partie impose une solution à l'autre. Il faut faire des concessions des deux côtés. Mais si vous commencez d'emblée en disant « oui, il n'y aura aucune concession de mon côté », alors vous avez ce problème. Et le problème, c'est que les Américains ont en fait poussé les Russes dans une telle situation qu'ils disent « eh bien, nous avons fait des concessions par le passé. Mais puisque vous nous avez trompés, aujourd'hui, à moins que vous ne fassiez des concessions très significatives, nous ne changerons pas d'avis. » Donc, maintenant, et puisque les Russes sont victorieux sur le terrain, il leur est plus facile de le dire. Et l'Occident est maintenant piégé dans son propre récit, dans ses mauvaises pratiques, dans son absence de stratégie, son absence de doctrine, probablement plus une absence de stratégie que de doctrine. En tout cas, le fait est qu'aujourd'hui, parce que les Occidentaux, dans leur ensemble, ont complètement abandonné l'idée d'écouter les Russes, ils restent impuissants, car ils ne peuvent pas fournir de munitions aux Ukrainiens. Ils ne peuvent pas non plus aider ou soutenir financièrement le conflit avec l'Ukraine. Évidemment, l'Ukraine perd du personnel. Par conséquent, petit à petit, les Occidentaux se retrouvent sans aucune solution. Et c'est là le danger de la situation. Car puisqu'il n'y a pas de solution évidente, ou disons raisonnable au conflit du côté occidental, ils cherchent l'escalade. Et cela explique probablement ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Partout, on voit des tentatives d'escalade, probablement d'abord verbalement, mais à un moment donné aussi non verbalement, de la situation. Eh bien, je me souviens... Au début de la présidence de Zelensky, il était assis à une table avec Vladimir Poutine, discutant de l'accord de Minsk. Et il riait de Vladimir Poutine. De quoi parlait-il? Il savait que tout cela n'était qu'une mascarade, et c'est pour cela qu'il riait à l'époque. Nous n'en savions pas autant parce que c'était avant que François Hollande et Angela Merkel ne s'expriment à ce sujet. Mais regardez l'Ukraine. Donald Trump affirme, selon le récit de son administration, que la guerre en Ukraine n'aurait jamais pu avoir lieu sous sa présidence. Je pense que c'est totalement faux, car regardez Zelensky. Qui est Zelensky? Qui l'a amené au pouvoir? C'est un juif. Parce que la rhétorique, ou plutôt la logique, du côté de la Russie, c'est qu'il y a des nazis en Ukraine qui essaient de manipuler la situation. Mais lorsque vous portez un président juif au pouvoir en Ukraine, vous contredisez d'une certaine manière ce que la Russie essaie de faire croire. Tout tournait autour de la guerre en Ukraine. Peu importe qu'il s'agisse de l'administration Biden ou de l'administration Trump. Donald Trump parle de retourner en Afghanistan. Incroyable. Et l'autre question, colonel, concernant le conflit actuel. Pensez-vous que les États-Unis poussent pour que la centrale de Zaporizhia fasse partie de l'Ukraine
ou soit sous le contrôle des Ukrainiens, ce qui signifierait finalement sous le contrôle des Britanniques et des États-Unis. Eh bien, je pense que cela a toujours été une idée, ou peut-être pas exactement cela, mais je pense que la centrale nucléaire de Zaporizhzhia a été quasiment prise en otage par les Ukrainiens depuis le tout début. Nous avions déjà cela en 2022, car en bombardant et en attaquant la centrale nucléaire, on pouvait d'une certaine manière faire du chantage à l'Europe avec cela. Ils disent que si les Russes sont là, cela crée de l'instabilité et toute l'Europe peut être menacée par un problème nucléaire. Et c'est la raison pour laquelle les Ukrainiens, depuis le tout début, depuis, je crois, l'arrivée des premières troupes russes sur le site le 5 mars 2022, je peux me tromper, mais je pense que c'était à peu près à cette date, ont agi de cette façon. Et depuis lors, les Ukrainiens ont attaqué de manière répétée la centrale nucléaire dans l'idée qu'une catastrophe nucléaire déclencherait une intervention européenne. À un moment donné, juste avant qu'ils ne tentent d'impliquer l'IAEA, il y a eu cette idée, proposée au moins par Zelensky et certains pays européens, de créer une zone démilitarisée autour de la centrale nucléaire qui serait occupée, si l'on veut, par des forces européennes. Autrement dit, ils voulaient déployer une sorte de force, disons, non pas de maintien de la paix, mais de protection afin de sécuriser cette zone. Selon la taille de cette zone, cela offrirait aux Occidentaux l'opportunité d'avoir un point d'appui dans le conflit. Et cela a toujours été l'idée de Zelensky, présenter le risque d'une catastrophe nucléaire afin de provoquer l'intervention des Européens. Et maintenant, nous assistons exactement à la même chose. Exactement ce qui s'est passé en 2022 s'est également produit en 2023, où régulièrement les Ukrainiens attaquent la centrale nucléaire afin de créer un problème et de forcer l'ONU ou d'autres acteurs, les États-Unis par exemple, à intervenir, non pas pour protéger l'Ukraine, mais pour protéger l'Europe. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai mentionné dans mon livre qui détaille assez largement l'approche ukrainienne à ce sujet. Faire du chantage à l'Europe et en fait prendre la centrale nucléaire en otage. Cela a donc été une tentative constante de la part de l'Ukraine. Nous en sommes là. Et c'est là le danger de la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Parce que personne en Occident n'a la volonté de résoudre le problème par des moyens diplomatiques et politiques, la seule option qui reste est une escalade pour forcer l'Occident à entrer en Ukraine. Et puisque le problème reste confiné à l'Ukraine, nous voyons, et c'est exactement ce que, le 15 septembre je crois, le Premier ministre polonais Sikorski a dit qu'il n'y a personne en Europe prêt à déployer des troupes et à combattre les Russes. Mais, bien sûr, cela se déroule sur fond d'un conflit qui reste limité à l'Ukraine. Mais si l'on dit que cela pourrait constituer une menace, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens disent que l'Europe est menacée, c'est pour suggérer que le conflit pourrait s'étendre au-delà de la frontière ukrainienne. C'est exactement ce que dit Zelensky, qu'après l'Ukraine, ce sera la Pologne, ce sera l'Europe. Et donc, créer aujourd'hui une situation où les Européens seraient obligés d'aider physiquement avec des troupes au sol reviendrait à les forcer à aider l'Ukraine. C'est aussi la logique derrière toute la question des drones. Tout ce que nous avons vu en Pologne avec ces drones Geran, qui ont très certainement été envoyés par l'Ukraine, car ces drones ont été détectés à 200 ou 300 kilomètres à l'intérieur du territoire polonais. Et puisque ces drones ont une portée comprise entre 400 et 600 kilomètres, selon les données russes, cela signifie que s'ils avaient été lancés depuis la frontière russe, comme l'ont même affirmé les Ukrainiens eux-mêmes, il n'y a aucune chance que ces drones aient pu parcourir jusqu'à 300 kilomètres à
à l'intérieur du territoire polonais. up to 300 kilometers within Polish territory. That means that since this kind of drone is Cela signifie que, puisque ce type de drone est essentiellement un leurre et que les Russes les utilisent dans un ratio de 3:1 avec les Shahed, qui sont les drones dotés d'une ogive explosive, etc. Sur 3 ou 4 drones, selon le décompte, 2 ou 3 sont des Geran. Et ces Geran atterrissent pour la plupart quelque part dans les champs sans causer de dégâts, car ils ne transportent aucune munition. Donc, lorsqu'ils sont à court de carburant, ils se posent simplement quelque part, et il est facile de les recycler. Il suffit de remettre du carburant et de les rediriger vers la Pologne. C'est apparemment ce que les Ukrainiens ont fait, afin de simuler. in order to simulate an attempt from the Russians to Une tentative de la part des Russes, de colonel, mentionnait simplement ce que Lavrov a dit à ce sujet. Il a déclaré que les drones prétendument retrouvés sur le territoire polonais ont une portée de vol plus courte que la distance entre la frontière russe et ce territoire. Il ne dit pas clairement qu'ils en sont responsables, mais cela sous-entend d'une certaine manière que ces drones n'étaient pas aux mains des Russes en direction de... Those drones were not in the hand of Russians. yeah. That's exactly, and that explains why those drones were found. C'est exactement ça. Et cela explique pourquoi ces drones qui ont été retrouvés étaient en fait réparés. Vous voyez, nous avons constaté qu'ils avaient été réparés avec du ruban adhésif et d'autres choses de ce genre. L'autonomie nominale du drone Geran est, comme je l'ai dit, comprise entre 400 et 600 km. Et ceux qui ont été retrouvés en Pologne l'ont été à environ 1200 km de la frontière russe. Ils ont donc volé au moins 300 ou 400 km de plus que ce qui est normalement possible. Ils ont donc probablement été recyclés par les Ukrainiens et utilisés comme moyen de réaliser une sorte de fausse bannière. As a way to perform some kind of false flag. And that's, in fact, explains. Et cela, en fait, explique ou pourrait expliquer, car nous ne savons pas exactement si c'est vrai ou non, mais ce rapport fourni par les services de renseignement hongrois, qui a également été relayé par Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, disait qu'apparemment, les Ukrainiens préparent une opération sous faux drapeau en utilisant des drones Shahed recyclés avec des ogives explosives et qu'ils comptent les envoyer quelque part en Pologne, en Roumanie ou ailleurs afin de simuler. Est-ce que le Danemark poursuit le même objectif? Non. Je pense que le Danemark, c'est très différent. Ce qui se passe au Danemark ressemble probablement davantage à ce que nous avons vu dans le New Jersey l'année dernière. Vous vous souvenez que nous avions aussi ces drones qui survolaient partout, autour des aéroports, et pendant des semaines, tout le monde pourchassait des drones. C'est l'Iran, c'est lui qui fait ça. It's Iran is doing this. It was Iranian, it was Chinese, it was C'était iranien, c'était chinois, c'était russe, c'était tout. Et finalement, il s'est avéré qu'il s'agissait de drones des forces de l'ordre dont personne n'était au courant. Et maintenant, il semble que nous ayons la même chose. En fait, la police danoise a rapporté que les premières observations autour de l'aéroport de Copenhague ont eu lieu le 22 ou 23 septembre, ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, il y a eu cette alerte autour de l'aéroport de Copenhague. Et cela a été présenté en Occident et dans les médias occidentaux comme la première attaque. Cela a même été défini comme une attaque par les Russes et la première tentative de guerre hybride, ou peu importe. Mais la police danoise a déclaré qu'il s'agissait en réalité très probablement d'un aéronef ultra léger, effectuant un vol d'entraînement, qui a été confondu avec un grand drone. Nous y sommes donc. Et pour les vols suivants, car il y a eu, selon des témoignages, ou disons des appels à la police et tout cela, apparemment, quelque chose comme 500 signalements la semaine dernière, désolé, à propos de ces drones. Mais le renseignement militaire danois a admis qu'il n'a pas été en mesure d'identifier la source ou l'origine de ces drones.
Et le site du ministère danois de la Défense a d'ailleurs reconnu que certaines personnes ont vu des drones, mais que personne n'en sait plus à leur sujet. Et je pense que, comme cela s'est produit dans le New Jersey l'an dernier, une fois que vous lancez des alertes et ce genre de choses, beaucoup de gens en profitent et essayent de créer une nouvelle situation. Probablement des personnes qui font « j'utiliserai le mot blague », mais ce n'est sans doute pas une blague. Ils essayent d'aggraver la situation, probablement pour s'amuser ou à cause d'un comportement irresponsable et de choses de ce genre. Probablement cela. Mais il n'y a absolument aucun signe que les Russes soient impliqués là-dedans. Vous savez, cette zone où se trouve le Danemark, que l'OTAN appelle le Baltap, pas Baltop, mais Baltap, les approches baltiques. Et c'est là que se trouve l'île de Bornholm, près de laquelle a eu lieu l'incident avec Nord Stream. Vous savez, le sabotage de Nord Stream. Cette zone est la seule voie d'accès pour les sous-marins russes vers l'Atlantique. Je veux dire, depuis la région de Saint-Pétersbourg. Ce n'est pas le seul endroit, mais c'est l'un des passages obligés s'ils veulent atteindre l'Atlantique. Par conséquent, c'est une zone fortement surveillée et il y a une surveillance électronique étendue de cette région, à la fois sous l'eau et dans les airs. Cette zone a même, enfin, tous les pays qui l'abordent, la Norvège, la Suède, l'Allemagne, le Danemark, ont uni leurs efforts dans une organisation spécialisée dans la surveillance des activités sous-marines, de surface et aériennes dans cette zone. C'est donc une zone qui est fortement surveillée. Et les Russes le savent très bien, parce qu'ils utilisent, je veux dire, récemment, il y a eu ce cas avec un Ilyushin 28M, qui est un avion de renseignement électronique chargé de surveiller les activités électroniques dans la région. Ce qui signifie que les Russes connaissent exactement les capacités de l'OTAN en matière de surveillance et de contrôle dans cette zone. Ils n'ont donc pas besoin d'envoyer des drones là-bas pour tester le Danemark. Ils savent parfaitement. Depuis les années 1980, le point de départ de cet effort de surveillance de l'OTAN a été l'épisode où un sous-marin soviétique s'est échoué sur la côte suédoise. Je pense que c'était en 1982-1983 ou quelque chose comme ça, début des années 80. Les Suédois et les Norvégiens ont développé une sorte de comportement paranoïaque concernant ce qui se passe sous l'eau dans la mer Baltique. En conséquence, ils ont mis en place un vaste système de surveillance avec tous les pays environnants. Probablement qu'aujourd'hui, la Pologne fait aussi partie de ce système. Pendant la guerre froide, c'étaient les pays que j'ai mentionnés. Mais même le Danemark, qui était un pays de l'OTAN, et la Norvège, qui était aussi un pays de l'OTAN, ont collaboré avec la Suède à ce sujet, alors que la Suède n'était pas membre de l'OTAN. Il y avait donc ce type de coopération régionale en dehors de l'OTAN, simplement pour surveiller les activités dans la mer Baltique. Donc, il s'agit de choses très anciennes, et les Russes le savent parfaitement. Ils envoient régulièrement des navires de renseignement électronique pour surveiller la situation. Ils n'ont pas besoin d'envoyer ces petits drones, c'est puéril de penser cela. Non, il s'agit d'autre chose. Voilà ce qui se passe là-bas. Ce sont simplement les dynamiques paranoïaques que vous avez en Occident qui ont créé un problème. En Pologne, cependant, c'était différent, car là, il s'agissait d'une tentative de créer une sorte de faux drapeau. Et probablement, ce qu'a dit le service de renseignement hongrois, je veux dire, je ne sais pas si c'est vrai, je veux dire si ça va se produire, mais disons que c'est plausible. C'est quelque chose de plausible et qui a du sens dans le contexte actuel. Car désormais, si l'on se place du point de vue ukrainien, en août de cette année,
Donald Trump a décidé qu'il ne fournirait plus de fonds à l'Ukraine, ce qui signifie qu'il continuerait à soutenir avec des armes, mais que l'Ukraine ou les pays occidentaux devraient acheter ces armes. Cela veut dire que Donald Trump ne veut plus que le conflit ukrainien soit un coût ou un fardeau pour les États-Unis. Il doit devenir une source de revenus. Cela transforme le conflit en une affaire commerciale. Voilà où nous en sommes. Jusqu'à présent, les États-Unis fournissaient simplement des armes, sans véritable retour, probablement un retour politique. C'est ce qu'ils espéraient, je suppose. Je ne suis pas sûr qu'ils l'aient obtenu. Probably a political one. I mean, that's what they expected. I'm not sure they got it. In any case, that was the idea. Quoi qu'il en soit, c'était l'idée. Ils fournissaient des armes sans véritable contrepartie. Mais maintenant, Trump a décidé de changer cela. Bien sûr, c'est un homme d'affaires. Par conséquent, il a transformé la guerre en business. Il vend donc les armes. C'est le premier point. Le second, c'est qu'au début du mois de septembre, l'administration Trump a décidé d'arrêter de financer la Baltic Security Initiative, une initiative conçue pour soutenir le renforcement des forces dans les États baltes et en Pologne. Je veux dire, je ne sais pas exactement quelle est la relation entre la BSI, la Baltic Security Initiative, et la Pologne. Mais le fait est que les États-Unis ne veulent plus financer le renforcement de ces forces, et pour de bonnes raisons. The build-up of these forces anymore. And for a good reason, because remember that the NATO has decided. Rappelez-vous que l'OTAN a décidé d'augmenter ses dépenses de défense à 5% du PIB. Par conséquent, il n'est plus nécessaire que les États-Unis subventionnent le renforcement de la défense, puisque ces mêmes pays ont accepté d'augmenter leur budget de défense. Voilà donc la logique. En acceptant cela, les pays de l'OTAN ont également accepté implicitement que les États-Unis ne financeraient plus directement aucune initiative. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'était donc début septembre. Ensuite, à la mi-septembre, Sikorski a avoué que personne ne voulait soutenir l'Ukraine avec des troupes au sol. Et quelques jours plus tard, Kaja Kallas a déclaré ouvertement que sans les États-Unis, l'UNPOL ne serait pas en mesure de soutenir la guerre en Ukraine. Donc, si l'on se place du point de vue ukrainien, du point de vue de Zelensky, on se dit, eh bien, les États-Unis se retirent, ne paient plus pour nous, ne paient plus pour les États baltes et la Pologne, et personne ne veut envoyer de troupes pour nous soutenir. Et même l'Union européenne, qui est pourtant plus déterminée à soutenir l'Ukraine, doit avouer qu'elle n'en est pas capable. Cela doit donc être assez déprimant pour Zelensky. Alors, quelle est la réaction? Je veux dire, les options sont d'escalader le conflit et de créer une situation où l'Occident est tout simplement obligé d'intervenir. Il n'a plus le choix. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec toute cette idée de faux. Et c'est la raison pour laquelle je pense que l'idée de faux drapeau, et c'est probablement aussi la raison pour laquelle les Hongrois et les Russes ont affirmé que cela allait se produire. Parce qu'en agissant ainsi, on coupe la capacité, on retire le tapis sous les pieds des Ukrainiens. Car il serait alors plus difficile de mener à bien un tel faux drapeau si cela avait été annoncé à l'avance. Donc je pense que c'est une situation possible. C'est pourquoi la situation actuelle devient extrêmement dangereuse, parce que Zelensky et les Européens, en réalité, n'ont pas d'autre option que d'escalader le conflit. Et c'est pour cela que toutes ces tentatives de créer une sorte de faux drapeau, je parle de celles que nous avons vues à la mi-septembre, autour du 18 septembre, avec ces drones Geran, et de ce que nous pourrions voir si l'on écoute les Hongrois, tout cela indique qu'il n'y a pas d'autre option que d'escalader le conflit. Et c'est extrêmement dangereux, à mon avis. Merci beaucoup, colonel Jacques. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité, même si j'ai trop parlé. It's amazing. If your point of view. C'est incroyable. Merci, comme deux.